d'ici 30 ans, nous allons avoir 30% de la population israélienne qui sera haredi, qui sera ultra-orthodoxe. Si ces gens continuent à ne pas travailler, cela veut dire à peu près que chaque Israélien devra donner 30% du budget national de l'État pour financer ce même modèle ou de gens qui ne travaillent pas et qui sont soutenus par l'État. Donc il s'agit de sommes astronomiques qui feront rendre Israël à peu près un pays du tiers-monde. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel, Boker Tov, chers auditeurs. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour essayer de nous comprendre, de mieux comprendre un peu ce qui se passe actuellement dans le monde orthodoxe, et ça sur fond de cet accord qui a été conclu entre Binyamin Netanyahou et les leaders du mouvement judaïsme unifié de la Torah en perspective donc de la présentation des listes électorales et des élections du 1er novembre prochain. C'est un accord qui, de facto, va apporter plus de budget aux écoles orthodoxes en Israël, y compris aux écoles qui n'encouragent pas du tout, au contraire sont opposées formellement à l'enseignement de ce que l'on appelle les matières de liba en hébreu, c'est-à-dire les matières de base que sont les mathématiques, l'anglais, l'hébreu, et on accuse Binyamin Netanyahou dans une certaine presse et dans certains aspects, dans certains partis politiques, d'avoir freiné d'une certaine manière une tendance qui était presque en train de se concrétiser au sein du mouvement chassidique en particulier, de la chassidoute de Belz, qui se montrait favorable justement à étudier les matières de base que sont les mathématiques et l'anglais, pour pouvoir ensuite peut-être permettre aux jeunes, lorsqu'ils sont adultes, de rentrer plus facilement sur le marché du travail. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Alors on va essayer de faire un peu d'ordre, on va parler de la dimension politique, la dimension économique et la dimension idéologique. Alors politiquement, nous avons Benjamin Netanyahou qui est un génie politique et qui a tout de suite compris que il y avait une division, il y avait un risque dans le monde haredi, le monde ultra-orthodoxe. Il est divisé en deux grands courants. Le courant qu'on appelle chassidique, qui sont des gens, donc les descendants du Baal Shem Tov, les disciples du Baal Shem Tov et notamment d'autres courants aussi. Ceux qu'on connaît en France, c'est surtout Lubavitch, mais ils sont un peu différents. Mais on a donc un courant chassidique qui sont en général un courant pragmatique. Les gens en général sont quand même des gens qui travaillent. Et puis on a un courant plus idéologique qui s'appelle le monde lituanien en hébreu, et qui est ce monde lituanien sont des gens qui considèrent que l'étude de la Torah doit être le centre de notre vie. Donc entre ces deux courants, tout à coup les chassidiques, notamment la chassidoute, le courant chassidique Belz, ont décidé qu'il fallait intégrer des matières profanes, l'anglais, les mathématiques, dans l'enseignement scolaire des garçons. Et pour les filles, c'est déjà fait pour tout le monde. Donc à ce moment-là, il y a eu risqué d'y avoir deux partis qui allaient, deux grandes organisations qui allaient se présenter aux élections. Évidemment, ça pouvait diminuer la force du monde ultra-orthodoxe qui est associé avec Netanyahou. Netanyahou, dans son génie politique, a réussi à les mettre ensemble en leur disant, écoutez, nous allons donner le même argent à ceux qui vont étudier ou les matières profanes et ceux qui n'ont pas étudié, puisque les matières profanes, l'accord qui était en train de se coudre avec le parti belge, c'était de dire que chaque enfant recevra en plus dans son école 5000 shekels par enfant, ce qui fait des sommes astronomiques quand on parle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'enfants. Donc il s'agit maintenant d'énormément d'argent, et donc Netanyahou a dit, écoutez, si vous mettez avec nous, vous allez faire un seul parti, et je donnerai la même somme à ceux qui étudient les matières profanes, ceux qui n'étudient pas les matières profanes. Il a de facto enterré le projet pour les Belges, en tout cas, d'aller étudier les matières profanes, puisque sa condition pour donner cet argent, c'était que justement, il n'intégrerait pas l'anglais et les mathématiques. Donc ça, c'est la dimension concrète de ce qui s'est passé. Génie politique Netanyahou qui en 2003 avait compris le danger d'une telle chose. On va expliquer, c'est un danger économique. Et en 2003 avait justement bloqué ce genre de choses quand il était ministre de l'économie et ministre du Trésor. Donc lui-même connaît bien la situation. Quelle est la dimension économique qui est derrière? La dimension économique, c'est que d'ici 30 ans, nous allons avoir 30% de la population israélienne qui sera haredi, qui sera ultra-orthodoxe. Si ces gens continuent à ne pas travailler, cela veut dire à peu près que chaque Israélien devra donner 30% du budget national de l'État pour financer ce même modèle ou de gens qui ne travaillent pas et qui sont soutenus par l'État. Donc il s'agit de sommes astronomiques qui feront rendre Israël à peu près un pays du tiers-monde. Puisque si on devait payer 30%, aujourd'hui on a 10% de l'économie qui tient grâce à la high-tech. Si ces gens-là devaient payer 30% de tous leurs gains pour ce genre de choses, ils partiraient peut-être même en Californie ou ailleurs.
ailleurs, quoi. Ils pourraient tout simplement, 10% qui tiennent déjà 90% de la population, n'ont pas envie de payer encore plus cher. Donc on a une situation qui économiquement, évidemment, n'est pas jouable sur le long terme, et Netanyahou est bien au courant de tout ça, mais il préfère, pour sa survie politique, à s'associer ce groupement kharidiste. Ça, c'est l'enjeu politique, l'enjeu économique qu'on a derrière. Donc 30% de budget, 30% de la population d'ici 30 ans, on a affaire à une situation absolument inacceptable. Qu'est-ce qui se passe au niveau qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Est-ce que c'est l'intérêt des ultra-orthodoxes ou pas de ne pas étudier ce genre de choses? Je fais partie de la commission gouvernementale qui s'occupe de l'intégration des ultra-orthodoxes dans les universités. Nous savons que 80% des ultra-orthodoxes qui décident d'aller étudier dans les universités n'arrivent pas à avoir leur licence. Ça veut dire que seulement 20% arrivent au bout de leur truc. Et pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien à l'anglais, qu'ils ne comprennent rien. Ils savent souvent pas accorder même une propre phrase en hébreu. Quand ils doivent donner leur mail, ils donnent leur numéro de téléphone parce qu'ils savent pas les lettres ABC. Quand ils doivent apprendre, ils savent pas forcément écrire même 3-4 phrases en hébreu correct comme il faut. Donc on a un vrai problème. Ils sont quelque part otages de ce modèle. Donc le monde lituanien, je répète qu'il y a le lituanien, les chassidim sont proches du terrain. Chacun connaît, chaque rabbin chassidique connaît bien les gens, il connaît les détresses humaines, il sait que ces gens-là ont besoin de travailler, ils pourront pas continuer tout le temps à vivre de mendicité ou d'un monde pareil. Ils ont compris qu'il faut leur donner des compétences et des connaissances fondamentales pour pouvoir leur permettre de s'accorder dans le pays d'Israël, qui est un pays où il y a la cherté de la vie, qui ne pourra pas sinon c'est les condamner à vivre dans la pauvreté et dans une situation de détresse et de dépendance par rapport à l'establishment ultra-orthodoxe et national. De l'autre côté, le monde lituanien est un monde plus idéologique, qui eux sont dans leur tour d'ivoire quelque part et ont des intérêts de la direction, qui se sentent les gardiens de la pureté idéologique et donc disent non, même si les gens du terrain, eux, veulent aller travailler, nous allons les protéger. Donc quelque part, ils les prennent comme des otages de leur propre système. Donc on a affaire ici à un courant qui est pas forcément l'intérêt même de la population ultra-orthodoxe. La population ultra-orthodoxe, jusqu'à il y a 80 ans, en tout cas certainement avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'existait très peu de gens qui étudiaient à plein temps et qui ne travaillaient pas. Les femmes ne travaillaient pas, par contre les hommes travaillaient. Aujourd'hui, tout a été inversé, donc c'est un mouvement qui se veut traditionnel mais qui a tout inversé et qui a conçu un nouveau modèle qui est peut-être mieux adapté à la modernité, mais qui en tout cas conduit les gens à être vivre dans la pauvreté volontaire. Alors, je voudrais problématique. Je voudrais Dov, une précision, parce que ce que l'on dit effectivement, c'est qu'il y a une tendance à l'ouverture dans le monde orthodoxe. Elle se fait avec ou sans l'autorisation des rabbins, mais il y a de plus en plus de jeunes orthodoxes qui sentent qu'ils ne sont pas faits pour l'étude de la Torah en permanence et qui bifurquent de cette voie, on va dire, de la yeshiva pour entrer sur le monde du travail ou en tout cas pour avoir une formation. Il y a des instituts, des écoles, des collèges d'enseignement supérieur comme par exemple ONO qui forment des orthodoxes, qui leur permet de passer le baccalauréat, de faire des études supérieures. On dit souvent que l'intelligence, on va dire, analytique des orthodoxes qu'ils ont acquis grâce à l'étude, on va dire, approfondie de la Gemara, en particulier du Talmud, mais des autres études aussi, leur permet de rattraper rapidement ce retard. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'ils ont des difficultés à écrire, mais on dit que par exemple ils ont aussi beaucoup de capacités à capter, on va dire, les mathématiques au plus haut niveau et à s'intégrer après par exemple dans le monde du travail, dans le high tech, dans la haute technologie. Il y a des instituts, il y a des fondations de formation de jeunes orthodoxes qui se multiplient et qui font rentrer de nombreux orthodoxes dans le monde du travail. Oui, alors c'est clairement, évidemment, que par rapport, si on compare avec deux populations qui sont importantes et qui traînent l'économie israélienne, qui sont les Arabes israéliens, les Bédouins notamment, et les Haredim, il est évident que les Haredim qui étudient le Talmud toute la journée sont bien plus aptes à comprendre les choses de l'esprit que quelqu'un qui s'occupe de moutons, s'occupe de choses matérielles. Donc ils ont une compétence certaine, ils ont des compétences analytiques dans une certaine mesure, ils n'ont pas toujours les compétences de synthèse, ils savent pas toujours écrire quelque chose qui veut dire quel est l'essentiel et l'accessoire. Il y a des génies comme partout, il y a beaucoup de génies, c'est vrai, mais la majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, n'arrive pas aux fins quand ils décident d'aller étudier, n'ont pas les compétences pour rendre un travail à temps, pour savoir faire la différence
différence entre l'essentiel et l'accessoire pour être structurés dans leur tête et pour penser les catégories, etc. C'est des choses qu'on doit apprendre quand on est jeune, et si on les apprend pas quand on est jeune, c'est très difficile après. Parce qu'on n'enseigne pas ce genre de choses, on en prend d'autres choses. Donc les ultra-orthodoxes, quand ils rentrent à l'armée, par exemple, ils sont très très bons pour faire toutes les opérations de choses, pour aller rechercher des énigmes, des choses comme ça qu'on en a besoin dans le réseau de la cybersécurité, etc. Mais dans beaucoup de domaines, ils n'ont pas les compétences fondamentales qu'on apprend, parce qu'on apprend des équations du second degré, parce qu'on a appris à des catégories dans l'histoire, une compréhension historique générale, etc. Donc il y a un vrai problème avec ça. Alors, je voudrais mieux comprendre une chose. On peut pas dire. C'est vrai qu'il y a des génies partout. Il y a beaucoup de génies chez les Haredim, mais on peut pas considérer que, d'une manière générale, le monde n'est pas fait pour deux génies. On a aujourd'hui 100 000 personnes qui étudient à plein temps. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est une superpuissance historique du monde juif qui a jamais eu autant de gens qui étudient, etc. C'est une merveille, une bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais tout le monde n'est pas fait pour étudier à plein temps. Une grande partie. Et quand ces gens veulent sortir, comme tu l'as dit, Daniel, alors, bon, quand les gens veulent sortir travailler, ils n'ont pas de compétences. Donc, ils vont sortir travailler. Parce que vu la cherté de la vie, un seul salaire, ça ne suffit pas. Les femmes qui ont beaucoup d'enfants, grâce à Dieu, elles peuvent pas forcément, sauf les femmes qui travaillent dans la high-tech. Ceux qui ne travaillent pas dans la high-tech, leur modèle ne fonctionnera pas. Et donc, ils vont sortir travailler. Comme ils n'ont pas de compétences et pas de diplôme, etc., dans un monde de plus en plus concurrentiel, ils se retrouvent au niveau des Chinois. Ils se retrouvent au niveau de gens qui n'ont pas de diplôme, qui vont devoir travailler à un salaire minimum qui leur permettra pas de vivre. Donc on les emmène quelque part, ils sont quelque part otages d'un modèle où de toute façon ils vont sortir travailler. Très peu vont pouvoir résister, ceux qui seront riches, comme aux États-Unis, ou ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des compétences supérieures. Alors je voudrais comprendre un autre point, parce que on a dit beaucoup ces dernières années qu'avec la disparition de nombreux gdolim, de nombreux grands rabbinim qui étaient des sommités et des autorités incontestées dans le monde orthodoxe, eh bien, d'une certaine manière, le monde orthodoxe est un peu ouvert et les rabbins ont moins d'autorité. Et finalement, on se dit que ce manque d'autorité ou cette baisse d'autorité permet justement une ouverture vers le monde du travail, vers la collectivité. Est-ce que comment on explique cette décision, on va dire là, des élites politiques, si je ne m'abuse, hein, c'est plutôt sont les élites politiques comme Gafni, en particulier du monde lituanien, qui pousse à freiner donc cette intégration des matières de base dans le système éducatif orthodoxe. Exactement. Donc c'est quelque part les élites qui se sentent les garants de la pureté idéologique, qui se sentent aussi, peut-être aussi dans une certaine mesure, garder ces gens dépendants de leur système et qu'ils vont pouvoir continuer à voter pour eux. Donc il faut comprendre simplement un truc plus profond au niveau sociologique qui est peut-être moins connu et moins compréhensible. Le monde ultra-orthodoxe, en 1948, était de 50 000 personnes. Aujourd'hui, 1 300 000 personnes. Il s'agit évidemment, on a changé de modèle. C'est un modèle élitiste où il n'y avait seulement que quelques personnes qui choisissaient d'être là-bas. Un peu comme en France, les gens qui décident d'étudier à plein temps ou 90% de leur temps sont des élites, sont des gens qui choisissent et qui ont un autre profil psychologique. Aujourd'hui, il s'agit d'un mouvement de masse. C'est-à-dire que le jeune, comme il n'a rien appris comme matière profane, il est presque obligé de rester dans le monde de la yeshiva, même si vraiment ça ne lui plaît pas vraiment là-bas et même s'il n'a pas fait pour étudier à plein temps. Mais il va rester parce qu'il est quelque part bloqué là-bas. Donc il s'agit d'un mouvement plus général. Et donc aujourd'hui, à l'époque, ce qu'il faisait dans ce courant, comme tout courant élitiste, comme différents courants politiques d'avant-garde révolutionnaire ou autres, ceux qui n'étaient pas vraiment faits pour ça, quittaient le monde ultra. Aujourd'hui, on a décidé une autre stratégie, d'accepter tout le monde dans ce monde. On est devenu un mouvement de masse. Dans un mouvement de masse, 40% des Haridim d'aujourd'hui ne sont pas des vrais Haridim idéologiques. Ils ont une forme Haridim, mais ils sont aussi dans ce qu'on appelle des modernes, des orthodoxes, modernes, toutes sortes de gens qui sont à moitié dedans, à moitié dehors, etc. Donc ces gens-là, au lieu de les rejeter comme on faisait avant, on portait le deuil pour un enfant qui quittait ce monde ultra-orthodoxe, aujourd'hui on a décidé de les garder à l'intérieur, comme stratégie peut-être aussi électorale, mais aussi comme stratégie humaine, simplement de dire il faut mieux qu'ils soient encore dedans et qu'ils gardent encore leur chapeau et leur chemise blanche, même si finalement ils sont ouverts sur Internet ou ils sont ouverts sur d'autres choses. Plus de 40%, 50% des Haridim ont Internet, on est dans un autre monde. Le monde ultra-orthodoxe est en train de changer de l'intérieur et les choses sont en train d'évoluer. Et les élites lituaniennes, eux disent, il va falloir qu'on les protège encore plus, qu'on évite ce mouvement de dilution. Alors pour les diluer, ils vont essayer de dire, on va bloquer l'enseignement des garçons.
mais ce n'est pas le mouvement qui est forcément demandé par la rue ultra-orthodoxe. Alors, un autre point, une autre dimension, puisque vous êtes aussi un expert de ce qui se passe à travers le monde juif, cet accord entre Netanyahou et les orthodoxes a coïncidé de manière assez stupéfiante à la publication dans le New York Times, à New York, d'une enquête extrêmement détaillée et poussée sur ce qui se passe dans l'enseignement orthodoxe, dans les écoles juives orthodoxes à New York, qui sont apparemment financées à coût de centaines de millions de dollars, mais qui, elle aussi, eh bien, on va dire sur le modèle de ce qui se passe en Israël, n'enseigne pas les matières de base que sont les mathématiques, et eux aussi, donc d'une certaine manière, créent une sorte de public orthodoxe qui est sans culture, on va dire, générale. Alors, aux États-Unis, si en Israël, on a 52% des hommes Haredim qui travaillent, en tout cas qui travaillent officiellement, on a aux États-Unis plus de 70 ou 80% des hommes ultra-orthodoxes qui travaillent. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de système, il n'y a pas de système électoral où on peut soutirer de l'argent. Imaginez en France que les ultra-orthodoxes disent financez-nous nos systèmes et que versez-nous de l'argent tous les mois parce qu'on étudie la Torah. Évidemment, vous comprenez que Macron ou Biden ne vont pas accepter ce genre de situation. Donc on est dans un autre modèle. Le modèle israélien, c'est un modèle de démocratie parlementaire qui permet de soutirer énormément d'argent pour une petite minorité qui a un pouvoir électoral énorme puisqu'ils sont la balance entre les différents courants. Donc on a maintenant aux États-Unis, on a un autre modèle, mais on a surtout un autre modèle aux États-Unis qui fait que c'est pas une société, c'est pas un État-providence, donc on n'aide pas les gens qui ne travaillent pas. D'une part, donc on est obligé de travailler, les écoles coûtent cher. Et ce qui s'est passé dans les écoles, donc l'article du New York Times qui est sorti et en hébreu et en yiddish, c'est une grande première pour le non, New York en anglais Times, et en hébreu et en yiddish. Qui est sorti en anglais et en yiddish. Alors le New York Times va nous dire, écoutez, en vérité, il y a des centaines de millions de dollars qui passent dans les écoles orthodoxes contre la loi, contre la Constitution. On est à faire un scandale, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont pas du tout règles. Les gens le savaient, évidemment, tout le monde est au courant de ce genre de choses aussi. Dans tous les pays, on est au courant que le monde ultra-orthodoxe vit d'une manière un peu à la marge des lois du pays, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un État dans l'État, etc. Mais aux États-Unis, donc c'est un vrai scandale. Simplement, le New York Times a décidé tout à coup de déclarer la guerre à ce genre de choses, parce qu'on a dépassé les bornes, peut-être dans une certaine mesure pour d'autres intérêts d'un agenda politique. Donc on a affaire tout à coup aux États-Unis, donc le modèle ne peut pas fonctionner avec un système de financement. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'opportunités au niveau économique. Ça veut dire que les gens, les Haredim et les Chassidiques notamment, puisqu'il y a 1 million de Chassidim Satmer, donc c'est des Chassidim, eux qui ont là-bas, eux travaillent absolument, travaillent tous et font beaucoup de commerce, sont des spécialistes du commerce, et là-bas on n'a pas besoin d'efforts. Pour faire du commerce ou faire de l'immobilier ou des diamants, on n'a pas besoin de faire des grandes études, de comprendre la physique nucléaire. Il suffit simplement d'avoir une bonne tête, et si on a un peu d'argent, si les parents ont un peu d'argent. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mobilité sociale quand les gens n'ont pas d'études. Donc, mais on a donc un problème de pauvreté qui arrive aussi aux États-Unis et qui a été une exportation du modèle israélien. Le modèle israélien n'a jamais existé aux États-Unis, très peu de gens étudient à plein temps, et depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, on commence à voir ça aux États-Unis aussi, même en France, on commence à voir un petit courant de gens qui veulent étudier à plein temps et qui est tout à fait légitime pour une petite élite, mais certainement pas pour 1 300 000 personnes. Ça n'a tout simplement jamais été dans le peuple juif, ça n'a aucun sens, même ça n'a aucun sens à aucun niveau, quoi. Tout simplement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible économiquement. C'est un modèle qui ne peut pas tenir économiquement et donc qui ne tiendra pas. Et le nouveau accord que se fait avec Netanyahou, finalement, est un genre d'anesthésie. Netanyahou est bien conscient que ça ne pourra pas tenir. À un moment ou à un autre, il va falloir arrêter, mais il veut les faire rentrer pour sa survie politique, qui est une logique interne qui lui est propre, mais qui n'est pas forcément dans l'intérêt ni du pays, ni même peut-être des Haredim eux-mêmes. Eh bien, Dr Dov Maimon, merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement précis et passionnant de ce qui se passe dans le monde orthodoxe aujourd'hui, en particulier dans le modèle éducatif du monde orthodoxe, que ce soit en Israël ou même donc en diaspora, en particulier aux États-Unis. Merci pour toutes vos explications et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.